Ce chapitre, quelle relation entre le diplôme, l'emploi et le salaire, fait partie des regards croisés, c'est-à-dire que nous allons aborder le rôle du diplôme sous plusieurs angles. L'angle économique, en relation par exemple avec le salaire, mais aussi l'angle sociologique, quand nous verrons par exemple les inégalités d'accès aux formations selon le milieu social. La frise vous présente ici les différentes étapes d'un cursus d'études jalonné de diplômes, les deux premières étapes étant le brevet des collèges et le baccalauréat. Il faut savoir qu'en 1985, à peine 30% d'une génération arrivait au niveau bac, contre 80% aujourd'hui. L'une des conséquences de cette évolution, c'est l'accroissement du nombre de diplômés de l'enseignement supérieur. Plusieurs niveaux possibles ici encore. Tout d'abord le bac plus 2, c'est-à-dire un BTS, brevet de technicien supérieur, ou un DUT, un diplôme universitaire de technologie, que l'on complète aujourd'hui de plus en plus par un niveau de licence, une licence professionnelle souvent. On peut également poursuivre, vous préparer une licence en université, donc L1, L2 et L3, correspondant aux 3 années nécessaires pour obtenir la licence. Ensuite, si on décide de poursuivre ses études, eh bien, on a la possibilité de préparer un Master 1, une 4e année d'université par exemple, et Master 2, une 5e année. En formation Bac plus 5, il y a également des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et d'autres écoles du paramédical par exemple. Et enfin, le niveau doctorat Bac plus 8. Puisque vous êtes en seconde générale, je n'ai pas envisagé, après le collège, les formations différentes qui se présentent après la 3e vers, par exemple, des CAP ou des BEP. Pour lancer la réflexion sur l'utilité des diplômes, cette vidéo pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des études ? On prend l'exemple de personnes célèbres qui symbolisent la réussite professionnelle et qui pourtant n'ont pas fait d'études ou ont fait peu d'années d'études supérieures. Vous-même, vous avez peut-être aussi votre avis sur cette question. Vous connaissez sans doute des personnes diplômées qui sont au chômage ou qui sont déclassées, c'est-à-dire qu'elles exercent une profession qui est en dessous de leur niveau de qualification. Vous connaissez peut-être aussi, au contraire, des personnes qui sont peu diplômées et qui pourtant réussissent très bien leur vie professionnelle. Au-delà de ces cas individuels, nous allons travailler à partir de faits statistiques pour montrer l'intérêt du diplôme. Et si vous avez visionné la totalité de la vidéo, eh bien, on met en avant les arguments qui montrent justement l'intérêt, l'utilité du diplôme sous 3 aspects. Tout d'abord, le diplôme protège du chômage, puisque le taux de chômage des diplômés est largement inférieur à celui des diplômés. 11% pour les diplômés contre 52% pour les non-diplômés. Deuxième argument, le diplôme assure également un meilleur niveau de vie. Nous aurons l'occasion de le voir au cours du chapitre. Et enfin, le diplôme est source aussi d'épanouissement, puisqu'il y aurait 2 fois plus de dépressifs chez les non-diplômés que chez les Bac plus 3, d'après une étude faite par l'OCDE. Donc voilà pour la sensibilisation à ce chapitre. Donc les objectifs, c'est tout d'abord de comprendre que la poursuite d'études est un investissement en capital humain, comprendre également que la rentabilité du capital humain peut s'apprécier en termes de salaire escompté, d'accès à l'emploi, mais aussi de réalisation de capacités. Et sur le plan des savoir-faire, eh bien, nous allons pratiquer à nouveau le calcul de proportion ou d'écart relatif et toujours la lecture et l'interprétation de données statistiques. Donc, première séquence, le diplôme, est-ce un investissement en capital humain ? Ce premier document montre le coût des études en France, mais attention, il s'agit de moyenne. Par exemple, combien coûte en moyenne pour un étudiant une année d'études en supérieur ? Eh bien, une année moyenne, le budget moyen, tout confondu, c'est 7 118 €. Attention, c'est très variable selon le type de formation. À titre d'exemple, si on prend simplement les frais de scolarité, à l'université par exemple, c'est moins de 200 € pour une année de licence, alors que dans certaines écoles de commerce, ça peut être plus de 14 000 € l'année. Les frais de scolarité uniquement.
Les trois principaux postes de dépenses pour un étudiant sont tout d'abord le logement, ensuite les frais de scolarité et enfin l'alimentation. Mais ce ne sont pas les seuls frais puisqu'il faut aussi rajouter à cela les frais de transport par exemple, puisque très souvent les études supérieures se font loin du domicile familial. Si l'on veut comparer le budget moyen qui est supporté par un étudiant en école de commerce à celui d'un étudiant en université, on a plusieurs outils à notre disposition. Tout d'abord, la soustraction. On trouve ici un écart de 4 262 euros. Mais plus parlant, on peut calculer un écart relatif. Donc ici, si on divise le budget pour l'école de commerce par le budget pour l'université, on trouve un résultat de 1,6. Ce qui signifie qu'en France, une année en école de commerce coûte en moyenne 1,6 fois plus qu'une année en université. Comment expliquer un tel écart entre les deux formations ? Eh bien, ça provient largement du fait que beaucoup de formations sont publiques et donc financées ou subventionnées par l'État, alors que d'autres sont privées. Alors, elles peuvent être partiellement subventionnées par l'État, mais elles peuvent être aussi complètement à la charge des familles. Pour une année, en France, l'ensemble des dépenses d'éducation est légèrement inférieur à 160 milliards d'euros. Donc si on veut comparer le poids de ces dépenses d'éducation par rapport aux richesses créées, donc le PIB, voilà ce que ça donne. Donc on va faire le rapport sous-ensemble sur ensemble, le sous-ensemble étant les dépenses d'éducation, 157,2 milliards, divisé par le PIB, 2353 milliards, et on trouve un résultat proche de 7%. Autrement dit, en France, en 2018, les dépenses d'éducation représentent presque 7% du PIB. Il faut savoir que plus des 3/4 de ces dépenses sont à la charge des administrations publiques, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Quand on évoque la notion d'investissement, on pense en règle générale à l'achat d'une machine pour une entreprise ou à la construction d'une nouvelle usine. Ça comprend également les dépenses de formation pour le personnel par une entreprise. Investir, c'est dépenser aujourd'hui pour que cela rapporte dans le futur. Il y a une idée de rentabilité. Pour les économistes, les dépenses d'éducation sont des investissements également, des investissements en capital humain. Chaque individu est doté d'un capital humain plus ou moins important, et ce qui permet justement d'alimenter ce capital humain, c'est l'éducation, c'est la formation. Il y a donc une accumulation de connaissances, d'expériences, de compétences qui peuvent enrichir ce capital humain, mais ce capital peut également se déprécier. Si on ne suit pas l'évolution des nouvelles technologies, par exemple, on peut vite être dépassé et être dans l'incapacité de poursuivre son travail. Qu'est-ce qui peut pousser un individu à poursuivre des études ? Pour les économistes, les individus font des choix rationnels. Et ce qui les guide, c'est notamment l'arbitrage entre les coûts et les avantages de leurs décisions. Qu'est-ce que le coût ici ? Eh bien, le coût, c'est le sacrifice que ça demande de poursuivre des études, ce que ça coûte en termes de coûts financiers, bien entendu, mais aussi psychologiques, les coûts sociaux, les coûts liés à la séparation, par exemple, de la famille. Les économistes évoquent également le coût d'opportunité, c'est-à-dire le coût du renoncement. Si on décide de poursuivre des études, on renonce à un salaire qui aurait été versé en cas de non-poursuite d'études si on avait commencé à travailler tout de suite. Ça fait partie aussi des coûts, des sacrifices évalués. Du côté des avantages, eh bien, il s'agit ici des compétences, par exemple, acquises, puisque le niveau de qualification sera plus élevé. On peut espérer être plus efficace à son travail, plus productif, et on peut espérer aussi être mieux rémunéré que si on n'avait pas fait d'études. Imaginons que vous hésitez à poursuivre des études supérieures. Nous allons réaliser ici un tableau qui va récapituler les avantages et les inconvénients de cette poursuite d'études. Tout d'abord, on peut évoquer le coût psychologique qui consiste à quitter sa famille, quitter ses amis et peut-être aussi abandonner ses loisirs. Si vous allez faire des études à Strasbourg ou à Paris, vous ne pourrez pas plus faire de surf toutes les semaines par exemple. Il y a aussi un coût financier, on l'a évoqué en début de dossier, avec la location d'un appartement, d'un studio, le paiement des frais de scolarité, les frais de transport, etc. Le coût d'opportunité, c'est-à-dire le manque à gagner pendant plusieurs années, puisque vous renoncez à un revenu du travail dans l'immédiat.
On peut aussi évoquer le risque de dévalorisation des diplômes qui peut être lié au fait qu'il y a une massification aussi de l'enseignement supérieur. De plus en plus de jeunes poursuivent des études, donc il y a de plus en plus de diplômés, ce qui peut entraîner un risque aussi de déclassement social. On peut se retrouver à faire un travail en dessous de son niveau de qualification. Du côté des avantages, eh bien, il y a bien sûr l'élévation du niveau de qualification qui permet d'accéder à un grand nombre de professions et d'avoir plus de choix de sa vie, une meilleure protection contre le chômage, également un salaire plus élevé qui permet un meilleur niveau de vie, et puis enfin un meilleur statut social qui peut être lié aussi à une meilleure reconnaissance sociale. On sait qu'au niveau professionnel, il y a des métiers qui sont plus prestigieux que d'autres. Donc là, ça ne se mesure pas en salaire, mais ça se mesure plutôt au niveau de la reconnaissance. Qu'en est-il pour l'État, pour la collectivité, les avantages, les inconvénients, quels sont-ils? Nous avons évoqué l'importance du coût financier pour l'État. Plus des 3/4 des dépenses d'éducation sont à la charge des administrations publiques. Alors comment se fait-il que l'État accepte de dépenser autant chaque année pour l'éducation? C'est avant tout un choix de société. On peut remonter à Jules Ferry et à la création de l'école obligatoire et gratuite pour tous. On observe tout de même aujourd'hui une certaine marchandisation de l'enseignement et notamment de l'enseignement supérieur. Néanmoins, une population mieux éduquée, plus formée, sera aussi plus productive, plus efficace à produire, et on peut aussi s'attendre au niveau du pays à avoir des retours sur investissement, puisque c'est aussi une population qui participe à la création de richesses, c'est aussi une population qui permet de faire avancer la recherche, d'entreprendre, donc ce qui a des retombées positives. Autre analyse qui permet également d'aborder les bienfaits de l'éducation, c'est celle d'Amartya Sen, qui est un économiste indien qui a reçu le prix Nobel d'économie en 1998. Pour lui, l'éducation augmente les capacités des individus, c'est-à-dire leur capacité à agir, à décider de leur vie. L'éducation est une variable importante pour accroître le niveau de développement des pays. En étudiant le graphique proposé par le Programme des Nations Unies pour le développement, on peut mettre en évidence une corrélation entre les deux variables, nombre moyen d'années d'études et revenus par habitant. Globalement, plus le nombre d'années d'études est élevé, plus le revenu par habitant est élevé, et inversement. Mais derrière cette corrélation positive, il y a aussi un lien de causalité, puisque les pays les plus riches peuvent accorder plus d'importance à l'éducation, et on peut dire aussi que des gens mieux formés, plus éduqués, contribuent aussi à créer plus de richesses. Le texte d'Esther Duflo et de son mari, qui ont reçu le prix Nobel d'économie en 2019, permet d'illustrer l'analyse de capacité d'Amartya Sen. Il évoque notamment la nécessité de scolariser les filles, puisque c'est souvent la population la plus lésée par rapport aux études. Dans le monde, il y a encore 130 millions de filles qui ne sont pas scolarisées. Or, des filles plus instruites, cela favorise la lutte contre la mortalité infantile, cela favorise le contrôle des naissances ou encore une plus grande marche vers l'égalité des sexes. Pour terminer, voilà le schéma qui permet de synthétiser cette première activité. Donc la poursuite d'études permet d'une part l'accumulation du capital humain avec un accroissement de la productivité et des revenus, mais aussi une augmentation des capacités, c'est-à-dire plus de possibilités de choisir sa vie. Et le texte qui permet également de retrouver tout le vocabulaire qui a été utilisé.